Merci de votre présence. Merci à M. Guillaume Jobin de nous refaire une visite après l'année dernière pour l'hôtel résident. Vous êtes donc Guillaume Jobin, diplômé d'HEC et président de l'École supérieure de journalisme de Paris, pour laquelle vous êtes à l'initiative des établissements de Casablanca, de Rabat, d'Alger et de Tunis et d'autres à venir, celle de Paris étant la plus ancienne au monde. Vous avez créé la maison d'édition Casa Express, fondée à Rabat en 2012. Éditeur cette année notamment de Ode à mon ami intelligent, de Karim Boukhari, magnifique ouvrage poétique, et Rivage pourpre et Sawera Mogador, que j'aurais bien voulu recevoir si je n'avais pas des éditions que mensuelles. Donc, vous êtes... c'est définitif, le Maroc vous passionne, au-delà de votre goût pour l'histoire. Vos ouvrages vous font bien entendre que c'est bien plus complexe et intéressant qu'une histoire d'oppresseurs et d'opprimés. De la même façon que vous avez dépeint au final un personnage de Lyautey plutôt sympathique, vous semblez aussi, ici, avoir été inspiré par Mohamed V, alors qu'on vous sait aisément impartial sur la réalité des faits et des êtres. J'y ai personnellement apprécié une patte plus personnelle, traçant aussi une écriture parfois plus littéraire, assignant les angles de vos choix de façon plus plaisante pour des lecteurs comme moi, peu familiers de ce genre, qui peut être parfois trop rigoureux. Contrairement à Lyautey, peu d'ouvrages avaient été écrits sur Mohamed V. Cet ouvrage que vous nous offrez aujourd'hui, Mohamed V le Sultan, aussi enfonceur de mythes que dans votre précédent ouvrage, le best-seller marocain donc de l'année dernière, Lyautey résident, cette fois, vous vous attaquez avec un regard nouveau sur le Maroc de la période de 1925 à 1945. C'est le deuxième tome de votre trilogie sur l'histoire croisée entre le Maroc et la France. Indépendant et sans parti pris, si ce n'est celui du lecteur, l'ouvrage révèle des faits inconnus ou peu connus, entre autres, et démonte les idées reçues, les manœuvres catholiques derrière le daïr berbère, le service secret de Sa Majesté Mohamed V, le vrai choix du sultan, les luttes entre Français. Le Maroc n'est pas le premier pays à avoir reconnu les États-Unis. Lyautey appuie les nationalistes, l'indifférence de De Gaulle pour le Maroc, la légende des étoiles juives, Mohamed V et les Allemands, la tentative du coup d'État de 1945, pourquoi la gauche n'aime pas le Maroc. Sans aucun lien à l'origine avec le Maroc, vous partagez votre temps entre Paris, Rabat et Casablanca. Je voulais tout d'abord vous poser une question sur Lyautey le résident. D'abord, je voulais saluer votre femme qui m'a fait l'honneur de Fadila El Ghabi. Je voulais revenir un petit peu sur la sortie de cet ouvrage et ce qui s'est passé pour vous depuis. En fait, sans vouloir faire la sociologie à deux balles, il y a deux sortes de publics. Il y a le public au Maroc et le public en France. Alors le Marocain du Maroc qui est courtois, aimable et accueillant, quand il est en France, il se transforme en français, donc il devient légèrement agressif et négatif. Et le français, quand il est au Maroc, il devient comme le Marocain. Donc on n'est pas dans la génétique, on est vraiment dans le culturel. Et en France, surtout à Paris, la France c'est Paris, il paraît qu'il y a des régions en dehors, mais moi je ne les connais pas. En France, tout sujet d'histoire est un sujet de polémique actuelle. Par exemple, quand j'ai dit que Lyautey était homosexuel, ce qui n'était pas avéré dans la littérature, on m'a dit oui, ça veut dire que vous êtes pour le mariage gay. Je dis non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, le sujet d'il y a 70 ans, je ne me mouille pas de manière ou d'une autre. Et là, quand je viens de sortir, Mohamed V sort la semaine prochaine en France, j'ai déjà des critiques journalistes qui me disent ça veut dire que vous êtes monarchiste. Je dis non, je ne suis pas monarchiste. J'ai écrit un livre sur quelqu'un qui est devenu roi, mais pas. Donc, ce qui est un peu énervant, mais
c'est énervant, mais comme je reste aussi français de nature, c'est ce côté polémique, mais qui donne aussi à discuter dans un débat public de façon moins agréable qu'au Maroc, je dois dire. Donc là, nous sommes en 1925, Lyotet est repatrié en France, non sans regret du côté de la Méditerranée, alors que son successeur Théodore Steg, originaire de Lisbonne, rêve d'instaurer une république au Maroc. L'époque de Lyotet, où rien n'était trop beau pour le Maroc, va vite être révolue. Alors Steg a une vision différente. Dans tous les livres d'histoire, il est, surtout par les anticolonialistes, il est décrit comme quelqu'un d'épouvantable, et aussi par les Lyotéens ou les Lyotéistes, je ne sais pas comment on dit. Alors Steg, c'est quelqu'un qui a une vision mondialiste. Lui, il voudrait que les 3 pays du Maghreb et la France soient fondus dans un seul ensemble, que tout le monde ait le droit de vote, que tout le monde... Alors à l'époque, il y a 12 millions de musulmans en Afrique du Nord française, et à peu près 40 millions de Français de souche en France. Donc c'est pas des chiffres qui sont disproportionnés. Alors la question se repose après, au moment de la guerre d'Algérie, de fondre, et c'est De Gaulle qui met un veto en disant on ne va pas mélanger, parce que les chiffres de démographie et des Français entre guillemets de souche et des musulmans sont différents, donc on risque de noyer les... Mais Steg en 1925 pose la question en disant lui il veut un droit de vote et des droits égaux, et du coup ce qu'il veut faire c'est supprimer la monarchie, puisqu'à terme la monarchie est un frein à l'intégration du Maroc dans un ensemble républicain francophone. Mais qui n'est pas totalement idiot, parce que, enfin, je dis pas que je suis pour le projet, je dis d'un point de vue historique, l'Inde a réussi quand même plus ou moins à intégrer des populations de différentes origines ethniques et religieuses, donc le projet en soi était peut-être une utopie, mais pas totalement délirant non plus. Vous avez eu, comme pour Lyotet, au final une réelle empathie pour Mohamed V. Je l'avais pas, comme pour Lyotet, je l'avais pas du tout au départ, c'est en creusant que je me suis aperçu que le personnage était plutôt sympathique. S'il avait été odieux, je l'aurais décrit comme odieux, mais c'est le hasard. C'est vrai qu'après, quand le personnage est sympathique, le plus dur, c'est de garder une sorte de frein pour ne pas se laisser prendre par le personnage. Et de garder quand même, enfin, d'essayer de garder, si ce n'est l'objectivité, du moins une sorte d'honnêteté dans l'écriture. Je voulais commencer par vous lire 2 petits extraits de l'ouvrage concernant Mohamed V. Les dirigeants qui bénéficient d'une durée longue de leurs fonctions sont ceux qui ont le plus marqué leur pays. De Gaulle est chef d'État, 14 ans au total. Roosevelt, 12 ans. Lyotet, 13 ans. Et Mohamed V, 34 ans. La continuité paie, mais la qualité assure aussi la longévité. Sur le plan humain, Mohamed V est un des rares chefs arabes contemporains qui n'ait pas de sang sur les mains. Sa ligne politique tient constamment compte des hommes et de la compassion qu'il a pour tous ces sujets marocains, juifs comme musulmans, mais aussi ces involontaires sujets que sont les colons et les fonctionnaires français. Il n'aime ni la guerre ni la répression. L'histoire montre que le pardon du souverain est toujours disponible si l'allégeance qui lui est faite est sincère. Rebelle de toutes sortes en bénéficie. Sa mansuétude lui fait garder des liens amicaux avec presque tous les résidents, devinant l'être humain derrière l'uniforme de la République et gardant aussi la raison d'État en arrière-pensée. Mohamed V a-t-il le choix? Non, ce n'est pas un chef de guerre qui peut quitter Rabat pour le djihad dans le bled, lutte armée inégale contre les Français. Oui, il a le choix, car il peut renoncer et décider de faire comme l'empereur d'Allemagne, le playboy Baodaï, à peu près à la même époque, profiter de la vie et des fonds que lui verse la puissance coloniale sans se soucier de son pays. Or, il décide de suivre un chemin difficile, long et dangereux pour lui, mais dédié au royaume et aux Marocains. La vie et l'œuvre de Mohamed V pour le Maroc ne s'arrêtent pas en 1945. Le plus dur reste à faire. Mohamed V, le père involontaire de la schizophrénie marocaine. Le terme schizophrénie est employé en psychiatrie pour décrire ce qu'on appelle de façon caricaturale et rare un dédoublement de la personnalité. Cependant, dans sa version non pathologique, noble, le mot se retrouve dans la presse marocaine d'aujourd'hui, au moins une fois par semaine, pour stigmatiser ou simplement décrire
les doubles ou triples dimensions des élites locales qui doivent composer avec leur culture plutôt arabe, leur origine plutôt berbère et la voix française de la modernité. Dans les années 1920-1930, ce débat n'existe pas. Mohamed V réunit dans sa personne et son comportement cette résultante d'une culture réussissant à juxtaposer des éléments contradictoires au lieu de l'approfondissement des concepts initialement simples. Si l'on pouvait brancher sur le cerveau d'un Marocain un beldimètre ou un francomètre, restant à inventer, depuis cette époque, on verrait ces composantes se mêler à des degrés variables dans la même journée. On n'est pas au Japon. La recherche de la prospérité et l'aspiration des Marocains et du sultan, le premier d'entre eux, à un progrès technique, sont des raisons qui expliquent pourquoi un nationalisme virulent ne se déclenche pas comme en Syrie. Mohamed V, aussi français de mœurs que l'élite marocaine, est le souverain de son peuple et aussi son parapluie contre les ennemis de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Pour les années 1930-1940, Mohamed V est un souverain branché. Il revêt les tenues traditionnelles. Il a popularisé des djellabas simples, sans affectation, coiffés d'un tarbouche watani national en forme de calot. C'est un chef d'État arabe qui détonne, même aujourd'hui, sans moustache, ni Hassan II, ni Mohamed VI n'en sont adeptes, sans les uniformes de ses maréchaux, rutilants et couverts de décorations, sans le treillis des colonels qui n'ont de fait de guerre que des coups d'État. Il n'a pas non plus l'air empesé des politiciens européens de l'avant-guerre. Mohamed V navigue habilement entre les deux écueils que sont un retour au conservatisme d'un côté et une fuite vers la modernité de l'autre, si souvent fatale aux dirigeants arabes ou musulmans, comme le Shah d'Iran, surtout s'il manque de résolutions et de stratégie, à l'inverse de Mustafa Kemal en Turquie. Il n'a aucun précédent historique récent auquel il puisse se référer. Donc il intègre la tradition et le progrès dans une juxtaposition pacifique, signifiant de sa personnalité. Il monte au trône à 17 ans. Oui, et puis il a été élevé, on ne sait pas pourquoi, personne n'est jamais arrivé à retrouver la trace de pourquoi son père le fait élever à Fès alors que Moulay Youssef, son père, est arabe. Il n'y a pas de problème entre les deux. Au contraire, quand Moulay Youssef part en France, chaque année il part en France à peu près 2-3 mois, il emmène que Mohamed, son fils, avec lui, celui-là, parmi les 4 fils. Mais il est élevé quand même à l'écart. Il est élevé à l'écart et par des bonnes, par des gardiens, il a le droit de sortir du palais comme il veut, sans gardien, sans garde du corps, etc. À l'époque, les problèmes de sécurité ne sont pas les mêmes. Donc le petit Mohamed, quand il a 12-13 ans, il est dans la rue avec des petits juifs, des petits français, des fils de colons, il discute avec les jardiniers, avec les filles de la résidence. Et donc ça lui donne une éducation qui n'est pas du tout celle qu'on peut avoir dans un palais royal, qu'il soit marocain, anglais ou belge. Un petit détail précédent, sa mère serait française. Non, sa grand-mère. Sa grand-mère. Sa grand-mère. Non, pardon, il a une arrière-grand-mère corse et il a une grand-mère turque, enfin russo-turque, mais musulmane. Et racontez-nous, c'est le troisième fils. C'est le troisième fils, et puis à l'époque, donc il y a dans le culturel royal ou sultanien musulman, il n'y a pas d'ordre de primogéniture, c'est pas le fils aîné qui doit succéder à son père. C'est Mohamed V qui va mettre au point cette disposition au moment de la naissance d'Hassan II. Et donc, à l'époque, il y a des clans, comme il y a en politique partout, parce que dans l'histoire classique, on aime bien opposer les Français aux Marocains, les colons colonisés, etc. Dans la réalité, il y a 3 clans au Maroc de Marocains, suivis par 3 clans de Français. Et donc, il y a des gens qui sont contre la nomination de Mohamed V, notamment tout l'appareil du protectorat. Et puis, il reste, on ne va pas faire trop long parce que c'est dans le bouquin, mais il y a un clan d'anciens partisans lyotés dans l'administration française qui est pour la nomination de Mohamed V en pensant que Mohamed V est quelqu'un de posé et qu'on peut discuter avec lui. Et qu'on ne repart pas dans des histoires ou de corruption ou de pouvoir comme ça pourrait être le cas avec les 2 autres frères, comme ça a été évoqué à l'époque. Donc Mohamed V est choisi par Steig, le résident, qui est un radical socialiste, franc-maçon, donc on peut imaginer à l'époque de la Troisième République, qui veut avoir quelqu'un avec qui il peut discuter et négocier, mais surtout discuter. Et donc il est choisi par les Lyotéens et par Steig en même temps,
dans cet esprit-là. Alors la légende au Maroc, dans l'histoire post-indépendance, c'est de dire qu'il a été pris choisi par le protectorat parce que c'était plus docile. Et ça, c'est une énorme erreur qui est pas du tout la réalité. Quelles sont les autres grosses erreurs concernant Mohamed V? Est-ce que ça c'est quelque chose que vous aimez soulever? Bon, il y en a plein, mais il y en a une qui m'a pas mal marqué parce que c'est une erreur qui est plutôt sympathique, c'est qu'on attribue à Mohamed V le fait qu'il ait refusé, enfin, la résidence française aurait voulu imposer le port des étoiles juives aux juifs marocains, ce qui est une erreur, enfin ce qui n'est pas vrai, et que Mohamed V aurait dit vous m'en commandez 20 de plus que je puisse les faire porter à ma famille et à moi-même. Or, les Français n'ont jamais essayé en Afrique du Nord de faire porter l'étoile juive aux Juifs. C'est une mesure purement métropolitaine. Et donc je ne sais pas où est née la légende, elle est née à New York je pense, et puis elle a vécu, mais il n'y a pas une semaine, même dans tel quel la semaine dernière quand on parle de Mohamed V, cette histoire ressort. C'est une belle légende, mais j'appelle ça moi la rumeur du Mellar, c'est pas une histoire vraie, mais même si c'est joli. Mais bon, c'est une belle histoire, donc je dis qu'elle n'est pas vraie, mais elle témoigne quand même de façon symbolique de la réalité de Mohamed V qui défend les Juifs au Maroc, ça c'est vrai. Vous pouvez nous raconter quand même le début de Mohamed V, avec combien y a-t-il eu de résidents 10, 15 Des résidents, il y en a eu 15, et Mohamed V a dû en supporter 13, je pense, 12 ou 13. Je me mélange un peu dans les décomptes, mais... Donc lui, ce que vous disiez tout à l'heure, il est resté 34 ans au pouvoir, dans une fiction de pouvoir où il avait quand même... Alors il avait quand même un pouvoir, c'est que Mohamed V était quelqu'un de gentil, de tolérant, d'humain, mais il ne supportait pas le désordre. Donc il n'aimait pas les manifestations, il n'aimait pas les sit-ins, il n'aimait pas les grèves, etc. Et donc quand il y avait une manifestation, il demandait aux Français de faire arrêter les meneurs. Donc ça évidemment les Français y allaient à cœur plein plaisir. Et ensuite, quand les meneurs nationalistes ou autres, les émeutiers étaient arrêtés, il leur demandait de les faire libérer. Mais il voulait marquer quand même le fait que le Maroc est un pays d'ordre et que colonisé ou pas colonisé, il était contre le désordre au Maroc. Il n'a peut-être pas tout à fait tort d'ailleurs sur le plan de la stabilité sociale du pays. Mais comment ça se passait avec tous ces résidents? Ça se passait plutôt bien. Le problème, c'est qu'on est passé de l'IOT, qui était le modèle du résident colonial mondial, d'ailleurs, il n'y a pas mieux que l'IOT dans toute l'histoire coloniale, en tout cas dans l'histoire contemporaine récente, et puis ensuite on descend, on a l'équipe. Après, on a des gens qui sont soit des politiques sans intérêt, comme si on avait des ministres d'aujourd'hui français, d'aujourd'hui, dans les 20 dernières années, soit quand on arrive dans les années 50, soit des gens carrément répressifs, comme le maréchal Juin. Le général Juin qui est pas encore maréchal. Mais il laisse quand même tous ces résidents gouverner, malgré que... Il n'a pas le choix, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? La France entretient une centaine de milliers de soldats au Maroc, donc même s'il y a pas mal de Marocains, elle a les moyens de se débarrasser du sultan. D'ailleurs, c'est une question historique qu'on peut se poser, c'est pourquoi les Français n'ont pas jugé utile, ou s'ils l'ont jugé utile, pourquoi n'ont-ils pas supprimé la monarchie au Maroc à l'époque, alors que ça a été évoqué. La réponse à cela, c'est que je pense que après-guerre, dans les années 49, il y a des auteurs français comme Jacques Berg, Montaigne, etc., qui sont plutôt anticolonialistes, qui demandent la suppression de la monarchie, et que les gouvernements de l'époque, qui sont plutôt centre-gauche, centre-droit, sont pour le maintien d'une certaine forme d'ordre, et je pense avec intelligence que le maintien de la monarchie est la garantie du maintien d'une certaine forme de paix sociale, économique au Maroc. Je dis bien et économique, qui est important pour la France, à l'époque. C'est à cette époque donc que la France, un déclin de la France, et quelles sont les relations entre la France et le Maroc, surtout avec le gouvernement de Vichy, etc. La position du sultan, notamment aussi, ce qui est assez connu face aux Juifs. Je remonte un tout petit peu en arrière. Quand la France déclare la guerre à l'Allemagne, dans les 2 heures d'après, Mohamed V, alors qu'on ne lui a rien demandé, déclare la guerre à l'Allemagne aussi, avant l'Angleterre. L'Angleterre mettra 3-4 jours à la déclarer, la Pologne n'a pas déclaré, mais est envahie par Hitler. Donc on a vraiment quelqu'un qui saisit une opportunité de montrer que le Maroc est un pays souverain ou en voie de l'être,
et de se comporter en chef d'État et déclare la guerre à l'Allemagne. L'Égypte déclarera la guerre en 44, je crois, en 45 à l'Allemagne. Enfin, le Canada déclarera la guerre 10 jours après la déclaration de la guerre. Donc là, il surprend les Français. Bon, les Français à l'époque ont d'autres préoccupations. Et d'ailleurs, toute cette période-là, ce qu'on voit, c'est que pour les Français, enfin pour le gouvernement français, le Maroc ne doit pas être un souci. Et De Gaulle aura le même comportement. Tout à l'heure, vous disiez, De Gaulle ne s'intéresse pas au Maroc. C'est pas que De Gaulle n'aime pas le Maroc, c'est qu'il pense que si, dans l'ambiance agitée de la guerre et de l'après-guerre, il y a un pays sur lequel il pourrait compter temporairement pour qu'il n'ait pas d'emmerdement de ce côté-là, c'est le Maroc. Donc quand Mohamed V lui dit oui mais l'indépendance, le nationalisme, il lui dit écoutez on verra ça après, en gros, enfin, je l'ai fait un peu court, mais on verra ça après-guerre, pour le moment j'ai d'autres soucis, j'ai l'Algérie, j'ai la Tunisie, j'ai la Syrie, enfin il y a le feu partout dans l'Empire français, donc les Marocains soyez gentils, foutez-nous la paix pour le moment, on traitera le problème après. Évidemment après De Gaulle s'en va, donc le problème n'est pas traité. Je voulais lire un petit passage sur justement cette période. Le consul, non, c'est un lobbying a posteriori qui prend de l'essor dans l'opinion publique lorsqu'en 2007, en mal de relations avec les Arabes, David Lévy, le ministre israélien des Affaires étrangères, né à Rabat, veut faire honorer Mohamed V du titre de « juste parmi les nations » grâce aux efforts des têtes d'affiche de la communauté juive marocaine, Serge Berdugo et André Azoulay, auprès des autorités du mémorial de Yad Vashem, lesquelles enterrent la décision, méritée ou non, parce qu'elles ne veulent pas agir sous la pression politique. L'exception marocaine est de retour. Le site français du mémorial, dont les motivations sont loin de ce qui est juste, prétend qu'aucun arabe n'est aussi honoré, ce qui est faux. Au moins 2 Mohamed y sont recensés, un turc et un égyptien. Il est également présent la contre-vérité comme quoi Ben Gabri n'aurait sauvé aucun juif. C'est toute cette... Mohamed V, tout de même, a été... Mohamed V visait des juifs, il a un comportement très clair, enfin, des juifs marocains. Il dit, dans les années 20, 1920-1930, il est contre le sionisme, pour une raison bien simple, c'est qu'il dit, à l'époque, il y a à peu près 300 000 juifs dans l'intégralité du Maroc, Maroc espagnol compris. Il dit, moi, un juif qui part en Palestine, c'est un sujet de moi au Maroc. Un sujet, c'est dans le sens positif, hein, c'est pas dans le sens anglais du terme. Et donc, il est contre le sionisme, mais il refuse qu'il y ait quoi que ce soit dans les années 40 de mesures anti-juives. D'autre part, Mohamed V n'est pas contre le... À un moment, enfin, il y a un discours privé, entre guillemets, enfin, avec des diplomates, dans lequel il dit « Toute personne résidant au Maroc », donc ça se passe dans les années, enfin juste à la Libération, vers 45-46, « Toute personne résidant au Maroc, quelle que soit sa nationalité et sa religion, fût-il chrétien, est un de mes sujets à partir du moment où il me reconnaît comme sultan du Maroc. » C'est ça sa mentalité. Ce qui est assez moderne, parce que c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les déclarations politiques, même d'aujourd'hui, dans le sens littéral, du gouvernement marocain. Mais à l'époque, c'est assez novateur. Il n'y a pas beaucoup de gens pour employer ce genre de discours. Après, il y a des raisons politiques sous Hassan II et après qui font que le Maroc a besoin, pour des raisons géostratégiques, économiques, etc., de maintenir un canal de communication avec Israël, et c'est là qu'on va réintroduire cette fable de Mohamed V qui aurait été honoré comme juste parmi les nations. Sauf que, je pense qu'on peut dire qu'il l'a mérité, parce qu'il a quand même protégé enfin, en dehors des 300 000 juifs, il en a vraiment sauvé de camps d'internement français, mais comme la décision avait été imposée de façon dictatoriale par le triumvirat que vous avez évoqué, du coup c'est tombé à l'eau parce que les gens de Yad Vashem ont dit nous on est un site d'histoire, on n'est pas un site de politique, donc revenez puis on verra après. Sachant qu'à l'époque quand même, la plupart des 300 000 juifs marocains sont partis en Israël aussi, ou ailleurs, mais en tout cas ne sont pas restés au Maroc. Il dit quand même, le prophète nous a dit de protéger les minorités, nous sommes une mosaïque et nous devons rester des Marocains unis. Et vous dites, toute cette partie, je trouvais vraiment assez touchante quand on pense à Hassan II, à Mohamed VI, ça a vraiment l'air d'être un... Vous le nommez même à un moment, vous dites, vous l'avez comparé à Gandhi dans son attitude pacifiste, dans sa simplicité. Ça vient aussi il est aussi très pieux, dans une version de l'islam qui est une version primitive, dans le bon sens du terme primitif, de l'islam.
Et pour moi, j'appelle ça l'islam bilanien, c'est-à-dire quand le prophète a son esclave Bilal, qui est noir, qui se convertit, il a les premiers convertis, enfin quelques-uns des premiers convertis, puis d'autres arabes de la Mecque qui disent mais comment tu peux accepter un noir comme musulman, etc. etc. Et Mohamed V est tout à fait dans la démarche du prophète Mohamed à cette époque. Donc, il a un islam qui, si je peux caricaturer, qui se limite aux premières sourates du Coran, où lui il voit les choses de façon simple entre lui, Dieu et les hommes. Il n'y a pas de complexité théologique, d'exégèse, de cochon, d'alcool et d'autres théories. Cette façon d'être tourné vers la religion quand même, c'est vraiment dû à son enfance, parce qu'il était à l'école religieuse, qu'il n'a pas été tourné rapidement vers la politique? Non, je ne sais pas, je ne veux pas faire la psychologie de supermarché, mais on ne sait pas quelle est l'origine de l'impact d'une religion sur l'individu, enfin ça mériterait une étude. Et hélas, Mohamed V n'a jamais... D'abord, il est mort très jeune, à 53 ans, ce que je trouve indécemment jeune. Et puis il n'a pas laissé de mémoire, il n'a pas laissé d'écrit, on n'a que ce que les témoins ont rapporté. Et la plupart des témoins sont hélas français, parce que les témoins marocains sont restés après sous Hassan II au Maroc et ont rapporté des choses qui sont plus dans la géographie que dans la réalité des choses. C'est par rapport à ses prédécesseurs, c'est quand même il y a vraiment un grand changement là, dans la monarchie avec. Les prédécesseurs faisaient couper la tête des rebelles et les saler par les juifs et les coller sur les murailles de Fès ou de Rabat. Lui, j'ai pas trouvé un seul exemple de quelqu'un qui l'ait fait torturer ou tuer ou autre. Donc on est vraiment dans un changement radical. Mohamed V, c'est un chef d'État moderne du XXe siècle, et encore, enfin, c'est un chef d'État actuel. Il en faudrait plus, c'est comme ça. Ailleurs. Et si j'ajoute un mot, parce que Mohamed V, il est pauvre. C'est Hassan II qui va faire la fortune de la monarchie, mais c'est pas Mohamed V. Hassan II, quand il est encore que le fils de Mohamed V et prince héritier, souffre de la pauvreté, à tel point qu'il est obligé, pas de supplier, mais de mettre un peu la pression sur les Français. Et Mohamed V aussi, d'ailleurs, pour avoir une voiture, il est obligé de commander une voiture à la résidence. Et Hassan II souffre de la pauvreté en étant jeune, enfin, la pauvreté d'une sorte d'indigence, mais Mohamed V est obligé de vivre avec. Donc, il vit dans un palais sans chauffage, sans luxe, avec des fonds qui lui sont chichement accordés par la résidence. On n'est pas dans le luxe des Émirats ou de l'Arabie Saoudite. À partir de quand commence-t-il tous ses voyages en France et quels sont ses rapports avec De Gaulle? Il commence ses voyages en France avec son père, Moulay Youssef, donc je le disais tout à l'heure, et tous les ans, dès sa nomination, dès son intronisation en tant que sultan, il passe à peu près les mois de juin, juillet en France. Volontairement, personne n'a déjà y aller. Ses rapports avec De Gaulle, très bons d'ailleurs. De Gaulle le nomme compagnon de la Libération. Il est beaucoup reçu aussi. Comment? Il est beaucoup reçu officiellement. J'ai vu beaucoup d'images. Oui, il est reçu parce que les Français ont besoin de montrer qu'il y a un temps de colonial, etc. Mais quand il va en France, c'est plutôt... lui dit qu'il va sous le prétexte qu'on employait à l'époque de faire des cures. Donc il se balade un peu dans tout le sud-ouest. Et son grand dada, Mohamed V, c'est de visiter des usines et des ateliers. Il est très techno, entre guillemets, dans sa mentalité. Avec De Gaulle, il s'entend très bien. De Gaulle, d'ailleurs, c'est le seul chef d'État que De Gaulle, en 1945, nomme compagnon de la Libération, et pas pour des raisons politiques, mais parce qu'il pense que Mohamed V le mérite. Parce qu'il a déclaré la guerre à l'Allemagne, parce qu'il a contribué à résister à l'Allemagne, parce qu'il a mené les Allemands par le bout du nez sans jamais leur céder quoi que ce soit, parce qu'il a protégé les Juifs et parce qu'il a hébergé des résistants au palais. Plus que ne l'a fait quasiment aucun général français de Vichy. Donc, et parce que Mohamed V s'est opposé aussi aux généraux français de l'Afrique du Nord qui, pendant 2 ans, au mieux ont fait les morts face aux Allemands, ou au pire, comme Alphonse Juin, ont collaboré avec les Allemands et les Italiens. Et donc De Gaulle d'ailleurs en parle dans ses mémoires avec des trémolos dans la voix. La seule chose que De Gaulle n'aime pas vis-à-vis de Mohamed V, c'est qu'il est tenté de discuter avec les Américains en 1942. C'était une bonne guerre de la part de Mohamed V. Vous dites aussi, vous appuyez quand même beaucoup le fait que le sultan est toujours resté aux côtés de la France et a été loyal, alors qu'il aurait pu en profiter. Et c'est là qu'il a été nommé, c'est pour ça qu'il a été nommé... Oui, tout à fait, il a été loyal pour Mohamed V, et d'ailleurs pour beaucoup des nationalistes marocains, à part un ou deux qui étaient réfugiés en zone espagnole, le danger nazi est plus grand que le danger français. Donc tous pensent, presque tous pensent qu'on va attendre la fin de la guerre, et après on réglera les problèmes avec les Français. Ce qui est une attitude assez digne. Ce qui n'est pas le cas de certains Tunisiens, dont Bourguiba, ou certains Algériens, dont Ferhat Abbas, etc.,
qui n'hésitent pas à prendre contact avec les Allemands pour se faire financer. C'est une bonne guerre aussi dans un esprit nationaliste, mais dans un point de vue mondial, humaniste, je pense que Mohamed V montre quelle est la voie à suivre à l'époque. D'ailleurs, suivi en cela par les Marocains, parce qu'il y a eu une densité, enfin, un nombre incroyable d'engagés volontaires. Il n'y a pas de conscription au Maroc, et il y aura à peu près, sur toute la durée de la guerre, 150 000 engagés volontaires au Maroc. Ce qui est plus en pourcentage qu'évidemment qu'en Algérie, et que même les Français d'Algérie à l'époque. Comment les choses changent à partir de... en France, au niveau des intellectuels, François Mauriac est un des premiers à militer pour l'indépendance du Maroc. Plus on voit arriver donc en France, en métropole, des expressions à la fois et de communistes et de fascistes. Donc aujourd'hui, les communistes ont évidemment un peu disparu de la circulation. Et donc, à côté de ça, on a le nationalisme marocain qui démarre, avec des nationalistes qui ne sont pas forcément pour l'indépendance, mais qui sont pour le respect des droits des Marocains, ou au moins une équivalence de droits au sein de l'Empire français. Et plus ça va aller avec la guerre, parce que là, ce qu'il faut voir, c'est le côté aussi le français en Afrique du Nord perd son prestige par la défaite de juin 1940. Et avant, jusqu'en 1939, le français c'est le vainqueur de la guerre 14, c'est le vainqueur de la colonisation d'Algérie, c'est le vainqueur des guerres contre de la pacification au Maroc, etc. En juin 40, le français c'est un blanc qui a été battu. Donc pour les Marocains, le prestige il est parti, enfin pour les Marocains, pour les Algériens, pour les Tunisiens et ailleurs, le prestige de la France il est parti en fumée. Alors les Marocains voient bien quel est l'enjeu de la guerre contre l'Allemagne nazie, mais les Français vexés, enfin ceux qui restent en tout cas, ceux qui ne sont pas partis à Londres, ceux qui sont ici, on le voit bien dans les déclarations des généraux, il y a une espèce de revanche à prendre, puisqu'on n'a pas de pouvoir sur les Allemands, en gros on va se reporter sur le Maghrébin, enfin c'est un peu ça le principe de l'époque. Ou pire sur le Juif qui n'a rien demandé à personne et qui va être la victime. Enfin, c'est pas aussi noir et blanc que ce que je suis en train de dire, mais j'essaie d'expliquer de façon simple. Mohamed V et Hassan II se rapprochent. Ah, pas du tout, pas du tout. D'accord. Oui, d'abord, ils n'ont jamais été éloignés l'un de l'autre. Simplement, on a... Donc, que quelque chose se passe vraiment. Alors, quand Mohamed V était exilé à Madagascar, à un moment, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Madagascar, et surtout l'intérieur des terres, c'est pas l'endroit le plus folichon du monde. Il fait froid, c'est moche, il n'y a rien. C'est un désert culturel et gastronomique. Et Mohamed V a un coup de blues. À un moment, il explique à Terek Bouabid, qui va le voir là-bas, puis avec un ou deux autres Marocains, que pour le salut du Maroc et pour éviter une guerre civile comme ça va se passer en Algérie, il est prêt à renoncer au trône et à partir en France, à condition qu'on maintienne la monarchie au Maroc, etc. Et qu'on choisisse son successeur, qui est Hassan II. Il n'a jamais dévié Moulay Hassan à l'époque, il n'a jamais dévié de la reconnaissance de son fils comme successeur. Et c'est son fils Hassan, là vous déflorez un peu mon prochain livre, qui en gros lui dit champion, remonte sur le ring, c'est pas le moment de baisser les bras, et surtout c'est pas le moment de se faire avoir par les Français. Mais franchement, je pense que Mohamed V, comme c'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit, aurait préféré quitter le pouvoir que d'aboutir à une guerre civile comme ça s'est passé en Algérie. Heureusement, tout ça s'est relativement bien terminé. Cependant, donc, ça c'est donc la fin. Comment se passent les premiers pas vers l'indépendance pour lui? Dans un sens, les Français sont prêts en 1955. Les Français sont assez divisés, c'est-à-dire qu'il y a des Français du Maroc, je ne parle pas de tous les Français du Maroc, parce qu'il y a à peu près un tiers qui est pro-marocain. Les Français sont prêts à discuter de l'indépendance, mais dans un cadre compliqué, alambiqué, dans le cadre de l'Union française, de la francophonie, etc. Ça veut dire que les Marocains seraient indépendants, mais auraient le droit de ne pas faire grand-chose, en fait. Et puis, Mohamed V revient de Madagascar, donc il arrive sur l'aérodrome de Salé le 16 novembre 1955, et là, 2 jours après, il y a la fête du trône le 18 novembre, et il fait un grand discours en disant ça y est, c'est en arabe, ça y est, c'est parti, l'indépendance. Et pour être sûr que les Français l'aient bien compris, il le refait en français après. Donc il dit, maintenant on est indépendant. Et les Français sont un peu pris de court. Heureusement, en face, il a Edgar Faure, qui n'est pas quelqu'un de conflictuel, et qui dit, bon, parce qu'ils veulent l'indépendance et qu'ils l'ont, on doit leur donner finalement. Ça dit avec un petit cheveu sur la main. Ça s'est pas passé aussi facilement que ça.
Non, parce ça c'est, je vous parle de novembre 55. Avant, il y a eu quand même quelques milliers de morts. Il y a eu du terrorisme vu par les Français, de la résistance vue par les Marocains. Il y a eu des coups fourrés dans lesquels les Français ont écrit un tas de saloperies sur Mohamed V. Pour ça, je voudrais revenir dessus. Quand j'ai commencé à faire un peu mon travail de recherche et à dire je vais écrire sur Mohamed V, il y a beaucoup de Marocains qui m'ont sorti un tas de détails scabreux pour ne pas dire plus, sur sa vie sexuelle, sur le fait qu'il aurait jeté une femme au crocodile dans le port grec, sur le fait qu'il aurait... Enfin, des horreurs. Et après, je me suis aperçu qu'il y avait une personne qui s'appelait le colonel Lecomte, qui travaillait pour le maréchal Juin à Casablanca, et qui a payé des Marocains et des Français, d'ailleurs, pour écrire en darija, ce qui était une innovation pour l'époque, tout un tas de saloperies, comme quoi Mohamed V était un pervers sexuel, était pédophile, travaillait avec les nazis, était corrompu, avait planqué de l'argent en Suisse, enfin, etc., etc. Mais c'est quelque chose qui reste assez présent dans l'esprit, surtout des gens qui ne sont pas des... Enfin, il y en a quelques-uns qui ne sont pas forcément des fans de la monarchie aujourd'hui au Maroc. Et moi, j'avoue que ça m'a interloqué, mais après, quand on creuse, on trouve des explications à ce genre de choses. Et ça ne correspondait pas du tout avec la personnalité psychologique de Mohamed V. Qu'est-ce qui vous a plu sur Mohamed V? Qu'est-ce qui vous... Moi, ce qui m'a plu le plus, c'est que Mohamed V réclame une voiture à la résidence, et puis ils veulent lui offrir, alors dans les années 30, une sorte de berline, enfin l'équivalent d'une Peugeot aujourd'hui. Et lui, il dit non, moi je veux une voiture de sport, une décapotable. Et il sert la décapotable, il s'habille en européen, ce qu'il fait normalement jamais dans les manifestations officielles, et il sort et fait le tour dans Rabat, il va jusqu'à Skhirat, enfin, sur la côte, et il prend des Français ou des Marocains en autostoppeur. Et ça c'est amusant, enfin c'est pas... Et c'est là où ça montre la personnalité du bonhomme. Et alors il y a une autre chose qui fait qu'il est plus dans les tendances des Mille et une nuits, c'est que là il s'habille en marocain et le soir il va dans la médina de Rabat, sans se faire connaître. Et les Marocains, à l'époque il n'y a pas la télé, il n'y a pas les photos dans les journaux, donc si ceux qui ne l'ont jamais vu de près ne savent pas que c'est le sultan. Et il se mêle au peuple, un peu comme dans les Mille et une nuits, le calife Haroun el-Rachid qui va à la rencontre du peuple. Ça, je trouve que ces deux images sont assez belles et ça décrit assez bien le personnage. Sans avoir à rentrer dans la politique et la psychologie. Hassan II et Mohamed VI aussi le font, ça. C'est plus compliqué pour eux, évidemment, aujourd'hui. Je sais pas, j'ai pas encore creusé l'histoire d'Hassan II et de Mohamed VI. Mohamed VI, c'est pas l'histoire, c'est du présent, donc... Quelle est sa vision? A-t-il une vision politique? Vision politique, c'est... Enfin, il est assez comme De Gaulle, c'est-à-dire qu'il est conservateur mais progressiste, il aime l'ordre mais pas le désordre, il a une certaine idée de la grandeur du Maroc pour paraphraser De Gaulle. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils s'entendent bien avec De Gaulle, ils sont d'accord chacun l'un et l'autre sur... Et surtout c'est un... Alors par rapport à De Gaulle, enfin non De Gaulle aussi d'ailleurs, je suis en train de dire une connerie, ils sont assez adeptes du progrès technique, en pensant que le progrès technique amènera à un progrès social, etc. Vous avez parlé beaucoup du rapport entre Mohamed V et De Gaulle, mais ensuite, sous la 4e République, quels étaient les rapports entre Mohamed V et les différents gouvernants qui se sont succédés? Parce qu'il était dans les forces françaises libres, dans l'aviation, et après-guerre, il vient 2-3 fois avoir des conversations informelles avec Mohamed V, mais pas qu'avec Mohamed V, avec les leaders nationalistes. Et lui est le premier Mendes France, enfin, il fait comme il a fait en France, d'ailleurs Mendes France a beaucoup d'idées mais n'en met aucune en pratique, mais c'est lui qui incite quand même un peu des radicaux à l'époque à partir sur la voie de l'indépendance, et à la fois pour la Tunisie et le Maroc. Après, Edgar Faure n'aura des rapports qu'au moment de l'indépendance et des discussions d'Aix-les-Bains. Et en fait, les Français, les gouvernements français, les ministres français, ont quasiment aucun rapport avec Mohamed V et avec les dirigeants marocains de l'époque. C'est délégué au résident. Alors le résident de l'époque, en France et au Maroc et en Tunisie, pardon, je me mélange après dans les pays, a quasiment un rang de ministre. Donc les résidents marocains, quand ils sont au Maroc, c'est un ministre qui est délégué à l'extérieur, un peu comme le vice-roi en Angleterre. Mais il y a une espèce d'ignorance, on s'aperçoit que les problèmes de la France de 45 à 50 ou à 60, c'est pas le Maroc, c'est même pas l'Algérie, c'est la présence soviétique, c'est le développement de l'économie, etc. Mais que les sujets marocains sont des sujets totalement annexes. Un peu comme nous, Français, aujourd'hui, on aurait tendance à considérer les questions des dom-toms en général. Là, toute proportion gardée. Et le roi en 53 était le début de la fin de la présence française. Alors imaginez un petit peu éradiquer ou supprimer la monarchie. Je pense que c'est pas question de choix, c'est question qu'il ne pouvait pas le faire.
Si, matériellement, ils pouvaient le faire. Non, matériellement, oui, mais avec les conséquences qui suivront directement. Les Marocains ne resteront pas impassibles au fait juste le fait de l'exil en 53. Enfin, quand il l'exile, il le remplace ou en Afrique ou en Asie, dans lequel ça... Je ne dis pas que ça n'aurait pas posé de problème, ça aurait été possible. Il y a une spécificité marocaine, c'est 12 siècles de monarchie, c'est la deuxième. Nous, qu'ils auraient été capables de le faire. Après que c'était justifié ou que c'était possible... Je pense surtout qu'ils ont... Là où on a échappé au Maroc à quelque chose de grave, c'est que si on avait laissé faire le maréchal Juin, on aurait abouti à la guerre d'Algérie 2 ans avant la guerre d'Algérie, ou 3 ans avant la guerre d'Algérie au Maroc. Et heureusement que ça ne s'est pas déclenché, parce que sinon le Maroc aurait entraîné l'Algérie, qui aurait entraîné la Tunisie, et là ça aurait été ingérable pour la France. Même en maintenant la monarchie, c'est pour dire. Mais je suis d'accord avec votre... À Marrakech, qui avait quelques prétentions, si mes sources sont exactes, et qui a opté pour le retour de Mohamed V, mais après avoir espéré à un moment qu'il pourrait avoir des responsabilités plus importantes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette période-là? Toute l'histoire du Glaoui, le Glaoui c'est d'abord un homme d'affaires, mais il a compris que dans le Maroc de l'époque, les affaires c'était égal avec le pouvoir. Donc quand les Français, avant que les Français arrivent, il est de mèche avec les Allemands qui lui fournissent des armes. Quand les Français arrivent, il est avec les Français. Quand Lyautey arrive, il est avec Lyautey. Quand Lyautey s'en va, il est avec le successeur de Lyautey. Ensuite, dans la guerre, il est avec Vichy. Et ensuite, il est avec les Anglais, avec les Américains. Et quand il sent qu'il y a une faiblesse provoquée par les nationalistes sur la monarchie, enfin qu'il y a un hiatus qui se fait entre les monarchies et la résidence, le Glaoui il va à fond en disant maintenant il est temps de le déposer. C'est le Glaoui qui est à la fois le moteur et à la fois l'instrument de la déposition du sultan de son exil à Madagascar. Et quand le sultan revient, alors le Glaoui il est pour rien, au contraire d'ailleurs, le Glaoui va se mettre à plat ventre, littéralement d'ailleurs devant le sultan, qui le repousse du pied en lui disant enfin, en gros tout est pardonné mais tire-toi quoi. Et le Glaoui, après le retour du sultan, va disparaître, il va garder son argent et il va se réfugier plutôt à Saint-Germain-des-Prés où il a ses habitudes. Mais le Glaoui, c'était une sorte de chef mafieux à l'échelle de Marrakech qui avait, même à un moment, il avait une idée délirante, c'est de créer une espèce de cité de prostitution à l'est du Guéliz, dans lequel il comptait mettre, évidemment avec des Français, il n'était jamais tout seul dans ses combines, dans lequel il voulait mettre 10 000 prostituées, mâles et femelles, je précise, et faire de Marrakech une espèce de cité précurseur avant-garde de la prostitution dans le monde. On a échappé à un truc intéressant, mais c'est... Mais on m'a pas dit non d'ailleurs, c'est rare qu'on dise non au Maroc, c'est faut voir, c'est pas le moment, revenez plus tard, rappelez, ou rien. Pourquoi vous pensez? Si vous voulez que je sois méchant, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose dedans, donc de toute façon c'était pas grave que j'y ai pas accès ou pas. Par contre les archives françaises sont extrêmement complètes. Donc il y avait à l'époque, le Maroc attirait les meilleurs fonctionnaires de l'Empire colonial français. Donc c'est des gens qui notaient tout, qui racontaient tout et qui déposaient tout aux archives après. Et les Américains, en plus, dès 1920, commencent à envoyer des universitaires. Alors, je ne parle pas du gouvernement américain, je parle des Américains au sens intellectuel. Et donc on a des choses qui corroborent relativement ce qu'il y a dans les archives françaises. Donc c'est pas la peine de... Enfin, je suis pas... Et puis en plus, mes langues de travail, c'est plutôt le français, l'anglais, l'espagnol, l'arabe, je suis quand même très mauvais, donc je ne pourrais pas travailler les archives arabophones, pour le moment. Est-ce que vous avez eu comment le livre, les deux ont été reçus par le Maroc? Pour Lyautey comme pour Mohamed V, j'ai eu des réactions, Lyautey des réactions plutôt françaises de France, assez agressives et placées sur sous un angle politique de gauche, d'extrême gauche ou d'extrême droite. Comme on dit, vous savez, dans l'homme de la Pampa, souvent rude mais toujours courtois, le Marocain n'est pas souvent rude et est toujours courtois, donc l'accueil est plutôt oui, mais bon, s'il ne veut pas l'être, il sait pas. Non, quand le Marocain il n'aime pas un livre, il ne l'achète pas. Voilà. Mais il n'y a pas à part 2-3 conneries sur Facebook, il n'y a pas de manifestation, d'hostilité. Parce que de toute façon, je l'ai écrit moi, au Maroc, du Maroc, en me disant que mon lectorat était quand même essentiellement marocain au départ. Je n'écrivais pas un livre d'histoire du Maroc pour les Tunisiens ou pour les Belges. Donc c'est les Marocains, 2 les Français. Donc je fais en sorte que ça passe, tout en restant honnête. Enfin, j'espère. Vous aimez préciser que vous écrivez pas quand même que sur l'histoire du Maroc, mais sur les relations franco-marocaines? Oui, de toute façon, l'histoire du Maroc de 1900 à 2014, elle est intimement liée par sa relation avec la France. Si j'écrivais sur les sultans d'il y a 3 ou 4 siècles, là, évidemment la France n'intervient pas et joue un rôle tout à fait négligeable. Mais
Sur cette période-là, c'est très important. C'est comme quand on écrit l'histoire de France de 1900 à 1945, l'Allemagne joue un rôle majeur, mais c'est pareil. Que ce soit positif ou en négatif, mais la présence est là. Sur Mohamed V, quand il accède au pouvoir, après plus de 40 ans de protectorat, Mohamed V, lors de son retour, dit à sa famille, et je ne veux plus entendre parler, je ne veux plus entendre le moindre mot de rencontre ou de revanche. C'est-à-dire que c'est pas du tout ça que je voulais vous dire. C'est pas grave, c'est vrai quand même. Mais... je voulais vous parler de sa conception des droits de l'homme et des droits de la femme. Parce que ça revient un peu en ce moment, que c'est le premier à avoir énoncé ce genre de... Les droits de la femme, il va laisser faire sa fille Aïcha en 1947 à Tanger. Lui, il prend la parole avec un discours qui est pas violemment, mais qui est fortement anticolonialiste. Donc Tanger, à l'époque, n'est pas en zone française, n'est pas en zone espagnole, mais une zone un peu mixte dans laquelle la résidence aimerait bien qu'il ne parle pas. Et lui, il lance le nationalisme là. Sa fille parle après lui, et à tête découverte. Et à l'époque, d'ailleurs, quand on voit les photos des princesses, il n'y en a pas une qui a un torchon sur la tête. Comment ? C'est relativement révolutionnaire, ça, pour l'époque. C'est révolutionnaire pour une famille monarchique, princière, mais à l'époque, il y a aussi... les filles qui vont à l'école n'ont pas de voile sur la tête, ce qui est l'inverse aujourd'hui. J'étais à la fac de droit de Rabat avant-hier, 99% de jeunes filles volaient. Et quand vous regardez les photos de la même fac, il y a 30 ans, on est à taux de 60% ou de 50% sur les photos. Non, mais ça, c'est... M'entraînez pas dans la politique. J'ai été au Sceau hier soir, la boîte de nuit de Marrakech, et il y avait environ 15 femmes voilées. Ma grand-mère en Corrèze était voilée quand elle sortait dehors, parce que pour elle, il y avait que les prostituées qui avaient les têtes nues. C'était en Corrèze il y a 40 ans. Vous voulez nous donner votre opinion très, très ouverte et franche, comme d'habitude, sur en ce moment les rapports franco-marocains? J'arrive pas à comprendre comment les rapports ont pu se dégrader pour des conneries. Parce qu'il n'y a aucun élément majeur, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de... C'est des petites bricoles qui se sont additionnées sur des petites bricoles avec, de mon point de vue, des gouvernants français qui n'en avaient rien à faire. Donc on est dans l'attitude de De Gaulle, c'est... le Maroc ne va pas nous enquiquiner avec ses problèmes de susceptibilité. Et de l'autre, des Marocains qui ont peut-être plus les relais de communication au pouvoir qu'ils avaient en France du temps au moins de Chirac, en tout cas pour ne pas parler de Sarkozy, parce qu'on n'avait plus à l'époque. Donc on se retrouve avec, vous savez, un peu comme un couple qui s'engueule, il y en a un qui va dormir d'un côté, c'est pas que ça m'arrive, mais chacun part dans son coin, puis on n'ose pas se reparler, et puis la situation perdure, s'envenime. Mais pour les gens qui habitent ici, c'était grotesque. Quand on arrive à un point où il y a un petit connard de fonctionnaire du tribunal de commerce de Rabat, donc vraiment tout petit au guichet, qui me dit « Moi, j'enregistre pas votre dossier parce qu'il y a la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Maroc », ou je lui frappe dessus, ou je me plains aux affaires étrangères, mais où je dis rien, parce que je suis parti en disant rien, mais je dis quand on en arrive à ce niveau-là, avec 1 400 000 Marocains en France, peut-être 600 000 Français au Maroc, c'est que, heureusement que les dirigeants, ou un des dirigeants a eu l'intelligence de remettre les choses sur les rails. De mon point de vue, je n'ai pas d'infos officielles sur la question. Le jour de sa naissance, il a annoncé que Hassan II serait son successeur, alors qu'il y a eu un autre fils après, qu'il aurait peut-être pu en avoir d'autres, ou qu'il y en a peut-être d'autres d'autres sources. Et il y a un côté un petit peu magique et Hassan II, qui a un caractère radicalement différent de son père et de son fils d'ailleurs, va saisir ce pouvoir dans une époque qui est difficile, et à tel point que quand il devient roi, Hassan II, il est à la fois roi, chef du gouvernement et ministre d'à peu près tout d'ailleurs au passage. Et avec, pas contre l'avis de son père, je ne dis pas que son père aurait forcément laissé les choses se faire comme ça, mais voilà, ça sera dans le livre, je ne vais pas tout dévoiler. En quoi, pour reparler de Mohamed V, en quoi Mohamed V a laissé une grosse influence sur Hassan II? Sur Hassan II, c'est la plupart des chefs d'État arabes aussi, sur les dirigeants. Alors, Mohamed V a peut-être été un peu faible aussi, mais c'est un peu la rançon, c'est le défaut qui est la rançon de ses qualités
de quelqu'un d'humain. Il a été faible peut-être avec son fils, il a été faible avec les nationalistes, il a été faible avec le FLN en Algérie quand il y a la guerre des Sables par exemple, enfin ça date un peu avant, mais Mohamed V dit on ne va pas commencer à discuter des problèmes des frontières ni avec les Espagnols ni avec les Algériens, on va attendre que pour les Espagnols que l'indépendance soit faite, pour les Algériens que leur indépendance soit faite, etc. Peut-être il eusse mieux valu qu'il tapasse un peu du poing sur la table à l'époque, mais c'était pas son style, donc on ne peut pas forcer quelqu'un il n'aurait pas forcément été contre un style qui n'était pas le sien. Et dans leur relation à tous les deux, qu'est-ce qu'il a laissé, à votre avis, sur Hassan II? Dans la personnalité d'Hassan II. Mohamed V a joué la carte des Américains contre les Français quand même. Il ne voulait pas que les Américains prennent le pouvoir à la place des Français, mais il a toujours menacé les Français de... Un peu comme vous savez, ferait un gosse de divorcer, si papa ne veut pas, je vais le demander à maman. Donc lui c'était un peu, les Français ne veulent pas, je vais demander aux Américains. Les Américains évidemment à l'époque disaient toujours oui. Et Hassan II en contrepartie a une expression, enfin à un moment il paraît, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il dit à son père, tant qu'à être dirigé par les salopards, autant être dirigé par ceux qu'on connaît, c'est-à-dire les Français. Et Hassan II va tout faire pour foutre les Américains dehors du Maroc. Donc leur laisser 2-3 bases à Casablanca et à Ben Guerrer. Et donc mais je ne sais pas chez Mohamed V si on est juste dans l'opposition père-fils ou si on est dans une manœuvre où il sait que son fils va faire ça et que ça l'arrange, que cette manœuvre un peu machiavélique se passe comme ça. C'est quoi le mythe autour du fait que le Maroc ne serait pas le premier pays à avoir reconnu les États-Unis? J'ai un peu exagéré, mais j'ai pas pu résister. C'est-à-dire que 3 jours avant que le sultan marocain reconnaisse les États-Unis, le ministre français des Affaires étrangères, qui est le comte de Vergennes, les a reconnus. Bon, c'est à l'époque 3 jours avec les délais de courrier qui se passent en mois, etc. D'autre part, le Maroc de l'époque, comme les Pays-Bas, comme je ne sais plus quel autre pays encore, je crois que c'est le Portugal, sont dans l'optique, dans l'empire diplomatique entre guillemets français. Et donc c'est les Français qui demandent à tous ces pays-là de reconnaître les États-Unis juste pour enquiquiner les Anglais. Mais bon, c'était une petite provoque, mais ça aurait été 3 jours après, je l'aurais mis, mais là, comme c'est 3 jours avant, j'ai pas pu résister au plaisir de le mettre. Surtout que dans la presse, vous allez encore voir dans Zaman de ce mois-ci, donc c'est bon, je parle pas de presse exagérée, il y a encore marqué, vrai, les États-Unis sont le premier pays, le Maroc est le premier pays à reconnaître les États-Unis. Bon, mais Zaman n'est pas toujours dans la précision au laser sur les faits historiques. Vous nous avez parlé des critiques là en France concernant cet ouvrage qui va sortir. Au Maroc, elles ont été plutôt bonnes, bien accueillies. Au Maroc, il y a ceux qui pensent que je suis payé par le Marzen pour écrire le 4e livre sur Mohamed V. Il y a ceux qui pensent que je suis payé par l'ambassade de France pour écrire un livre qui met sous la lumière les vertus de la relation franco-marocaine. Puis il y a ma femme qui sait que je suis payé par personne. Voilà, après les autres, ils ont qu'à lire le livre et se faire leur idée sur mon indépendance. Merci beaucoup. Merci.